Aujourd'hui, je vais vous présenter la résolution de l'équation de la chaleur par la méthode de séparation de variables, ce qui nous amènera aussi à parler des séries de Fourier. L'équation de la chaleur, c'est l'équation qui donne l'évolution de la température dans un milieu en fonction du temps et en fonction du lieu où vous vous trouvez. Donc c'est une fonction u de x et de t où x appartient à R3 et t est positif. X va appartenir à un domaine D, qui est le domaine occupé par le corps qui subit le réchauffement ou le refroidissement. Alors, j'ai démontré la dernière fois que U vérifiait une équation aux dérivées partielles, la suivante. Dérivée de U par rapport au temps est égale à mu fois Laplacien de U. Et mu, c'est une constante qu'on appelle constante de diffusion. Et le Laplacien, c'est simplement la somme des dérivées secondes. Alors, on va le résoudre dans une géométrie simple. On va se placer sur un barreau. Un barreau, c'est un milieu 1D. Il va être compris entre x égale 0 et x égale L. Donc la fonction qu'on cherche à trouver, c'est la fonction u de xt, où x décrit 0L et t décrit R+. Alors il faut satisfaire cette équation, du dt égale mu d2u sur dx2, avec une donnée initiale, la température à t égale 0 qui vaut f de x, et des conditions limites variées. Alors, j'en ai parlé hier, on peut avoir des conditions limites de Dirichlet, des conditions limites de flux, voilà, des conditions limites mixtes. Ici, on va s'intéresser à des conditions limites périodiques, c'est-à-dire que la température à gauche du barreau, ça sera la même qu'à droite. Au sens où, si on regarde la température, en fait, on peut la prolonger par périodicité, comme si le barreau était infini, comme s'il se répétait, si vous voulez, ou comme si le barreau était circulaire. Donc, comme la fonction est périodique, on peut la répéter sur chacune des périodes, et ça définit une fonction périodique sur l'espace R tout entier. Donc, quand on prolonge cette fonction par périodicité, eh bien, on a une fonction périodique, et donc, d'ailleurs, pas forcément C1, vous voyez, ici, il peut y avoir des endroits où elle n'est pas dérivable, mais on dispose pour les fonctions périodiques d'une théorie très puissante. La théorie que Joseph Fourier a introduite au XIXe siècle. Il l'a introduit justement en étudiant cette équation de la chaleur. Il l'a étudiée en faisant une supposition. Alors en anglais on appelle ça un judicious guessing, en allemand un Ansatz. C'est une supposition intelligente et fructueuse si vous voulez. En français on appelle ça un tâtonnement intelligent. Il pose que u de xt c'est v de x fois θ de t. Donc on sépare les variables, vous voyez. On met tous les x d'un côté, tous les t de l'autre. Dans ces conditions, la dérivation partielle, ça devient des dérivées ordinaires. Quand je dérive par rapport au temps, je dérive que la fonction qui dépend du temps. Quand je dérive par rapport à x, comme je fixe t constant, je dérive que v. Quand j'arrive deux fois, j'obtiens v secondes. Ce qui donne l'équation sous une forme beaucoup plus simple, θ point de t v de x égale mu θ de t v seconde de x, quel que soit t, quel que soit x. Alors d'abord, on remarque que l'EDP a des solutions évidentes, des solutions dites triviales, des solutions constantes, égales à 0 par exemple, mais aussi des solutions affines. Si vous avez a plus bx, quand vous dérivez par rapport au temps, vous trouvez 0, et quand vous dérivez deux fois par rapport à x, vous trouvez 0 aussi. Donc c'est bien des solutions. Alors, si on cherche les solutions non triviales, donc non identiquement nulles, ça veut dire qu'il y a un point x0 et un instant t0 tel que la fonction est non nulle en ce point. Ça veut donc dire que θ de t0 est non nul et v de x0 est non nul. Parce que si l'une des deux était nulle, le produit serait nul. À ce moment-là, on va pouvoir diviser par θ de t0 par exemple et avoir la relation suivante, quel que soit x, on aura v seconde de x qui sera égal à θ point de t0 sur mu θ de t0, v de x. C'est-à-dire que v vérifiera une équation différentielle de la forme v seconde moins lambda v égale à 0 avec lambda qui vaut θ point de t0 sur mu θ de t0 qui est une constante. De la même façon, si je substitue x0 à x, je vais obtenir θ de point
θ point de t égale mu v seconde de x0 sur v de x0 fois θ de t, et ceci quel que soit t. Positif. Donc ça me donne une équation différentielle vérifiée par θ. θ point de t égale lambda θ de t. Pourquoi c'est le même lambda, mu lambda? Parce que lambda, c'est le rapport entre v seconde et v. V seconde est égal à lambda v. Donc v seconde sur v, ça fait lambda. Surtout quand ce point, on peut diviser par v de x, puisque v de x0 est non nul. Donc on trouve deux équations. V seconde moins lambda v égale 0 et θ point de t égale mu lambda θ de t. Deux équations ordinaires, au lieu d'avoir une équation dérivée partielle. Alors bon, avec François, vous faisiez peut-être un peu autrement, vous passiez tous les t d'un côté et tous les x de l'autre, et vous dites que θ point sur mu θ, c'est v seconde sur v, et donc comme c'est une fonction qui dépend de t à gauche, une fonction qui dépend de x à droite, et ben c'est que c'est une fonction qui dépend ni de t ni de x, et donc une constante. Bon, alors ça, c'est un peu rapide comme argument, mais il est tout à fait correct. Si on précise que si l'un des dénominateurs est nul, par convention, on prend aussi le numérateur correspondant. Si par exemple pour les θ de t égale 0, en un point, eh bien donc ça veut dire que θ de t v seconde est nul, donc θ point de t v de x est nul aussi, et comme c'est vrai, quel que soit x, si je prends un point x0 ou v de x est non nul, j'obtiens que θ de point de t est nul. Donc dès qu'on a θ de t qui est nul, θ point de t aussi. Donc s'il y a un 0 en dessous, il y a un 0 au-dessus. Même raisonnement, s'il y a un 0 en dessous sur les v, il y a un 0 au-dessus. Donc ça permet de gérer comme ça les 0 sur 0. Enfin bon, quel que soit le raisonnement que vous faites, il sera considéré comme correct. C'est une méthode classique. Vous mettez tous les t d'un côté, tous les x de l'autre, et vous avez une constante. Bien, je ne détaille pas trop ce point, Françoise a dû en parler. Voilà. Alors on se ramène à deux équations différentielles. V seconde est égal à lambda v, et θ point égale lambda mu θ. Alors la deuxième est une équation différentielle du premier ordre de coefficient constant, dont on connaît les solutions. θ de t, c'est θ de 0 exponentielle de lambda mu t. Pour la première, c'est plus subtil, parce que il y a plusieurs cas de figure possibles. On regarde l'équation caractéristique qui vaut r carré moins lambda égale 0. Et là, selon le signe de lambda, il peut y avoir différentes choses qui se produisent. Alors, maintenant, si on veut que la fonction u soit périodique, il faut que v soit périodique en x. Et donc on cherche des solutions de cet équadif qui soient périodiques. Ça va donner des contraintes sur lambda. En particulier, si je regarde le cas où lambda est positif, ben, les solutions, c'est des combinaisons d'exponentielles. A exponentielle racine de lambda x plus b exponentielle moins racine de lambda x, où a et b sont des constantes. Ça, c'est jamais périodique. Sauf dans le cas où a et b sont nuls. Et à ce moment-là, on retrouve v, la solution triviale, constamment nulle. C'est pas intéressant. Dans le deuxième cas, si lambda est nul, on trouve v seconde égale 0, on trouve bien des fonctions affines, comme on a déjà parlé, v de x égale à x plus b, mais ça non plus, c'est pas périodique. Sauf si a égale 0. Auquel cas, eh bien, v est une constante, et c'est une solution banale qu'on a déjà obtenue avant. Donc le cas intéressant, c'est lambda négatif. Lambda négatif, auquel cas, je vais poser lambda égale moins oméga carré. Donc les solutions de l'équation v seconde égale lambda v, c'est des combinaisons d'exponentielles complexes. I oméga x plus b exponentielle moins i oméga x. Ou si on veut éviter de faire intervenir des températures complexes, qui ne seraient pas très physiques, on peut écrire v de x égale a cosinus oméga x plus b sinus oméga x. De plus, oméga est quantifié, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre n'importe quelle valeur. Vous voulez que ça soit périodique, de période L, v de x plus L égale v de x, eh bien ça va imposer la chose suivante. Ça va imposer que lorsque j'ajoute L à x, ça me donne 1. Donc ça va imposer la relation exponentielle de i oméga L est égale à 1. D'accord ? C'est la seule façon pour laquelle la fonction exponentielle i oméga x est de période L. Quand j'ajoute L, ça ne doit rien changer. Donc exponentielle i oméga L doit être égal à 1.
Et ça oblige que oméga L soit égal à un multiple entier de 2π. Donc oméga doit être égal à k fois 2π sur L. Et donc on trouve une infinité de solutions pour toutes ces différentes pulsations oméga k. On va trouver une solution. Donc ça donne une famille de solutions que j'appelle UK de x et de t, qui seront définies par deux constantes AK exponentielle i de kpi x sur L plus bk exponentielle moins i de kpi x sur L fois l'exponentielle de moins 4k2 pi2 sur L2 mu t, puisqu'il faut prendre lambda mu t, et lambda c'est moins oméga carré, et oméga c'est 2 kpi sur L, donc quand j'élève au carré c'est bien 4k2 pi2 sur L2. D'accord? Alors le dp, elle avait donc plein de solutions, mais d'autre part elle a une propriété importante, c'est qu'elle est linéaire. Ça veut dire que si je prends U1 et U2 des solutions de l'EDP, alpha bêta des scalaires, eh bien, en les combinant linéairement, j'obtiens encore une solution. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je dérive la combinaison alpha U1 plus bêta U2, je trouve la combinaison des dérivés. De la même façon, si je dérive deux fois par rapport à x, alpha U1 plus bêta U2, je trouve la combinaison des dérivés secondes. C'est-à-dire que si U1 et U2 sont des solutions de l'équation différentielle au dérivé partiel du dt égale mu d2u sur dx2, eh bien, alpha U1 plus bêta U2 aussi. Puisque si je dérive alpha U1 plus bêta U2 par rapport au temps, je trouve bien mu d2x sur dx2, d2 sur dx2, pardon, alpha U1 plus bêta U2, suite combinée. C'est la linéarité de l'équation. Alors ça, c'est un nom en physique, on appelle ça le principe de superposition. Ça vient de l'époque où on jouait avec des oscilloscopes. On pouvait superposer des signaux, les additionner par exemple en les faisant arriver par deux bornes différentes de l'oscilloscope. Puis on avait aussi des petits des curseurs, enfin des molettes de réglage pour les amplifier chacun d'entre eux. Donc vous pouvez amplifier chacun des deux signaux et vous pouvez les superposer. Ça vient faire alpha U1 plus bêta U2. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Donc en superposant toutes ces solutions élémentaires, qu'on a obtenu par séparation des variables, on obtient en fait une forme bien plus générale. U de xt, c'est la somme sur tous les cas, et on peut faire une somme finie, mais même infinie, des ck exponentielle i 2k pi x sur L, facteur d'exponentielle moins 4k2 pi 2 sur L2 muté. Alors j'ai mis des k dans z ici, parce que comme ça je prends en compte les k positifs et les k négatifs que j'avais avant. J'avais des exponentielles plus i de k pi x sur L et des moins de k pi x sur L. Donc là, je tiens compte des deux en fait. Et je les rassemble en une seule expression. Et les AK et les BK, en fait, ils sont contenus dans les CK. Alors, si vous regardez bien dans cette expression, cette série, elle est plus simplement un simple produit de fonction v de x par θ de t. C'est une somme de fonctions produits. On ne peut plus les factoriser. C'est une série infinie. On peut l'écrire comme ceci aussi, k égale moins l'infini à plus l'infini. Et les coefficients CK sont complexes. Alors si vous voulez encore une fois éviter d'avoir les nombres complexes, si vous n'avez pas les nombres complexes, ce en quoi vous avez tort, eh bien vous pouvez vous rappeler qu'en combinant des exponentielles conjuguées, on obtient des cosinus et des sinus. Donc ici, en groupant les cas positifs et les cas négatifs entre eux, on peut se ramener à des combinaisons de cosinus et de sinus. D'accord? On aura donc des sommes de k égale 0 à l'infini. Maintenant, je ne prends plus les cas négatifs. De AK cosinus de k pi x sur L plus BK sinus de k pi x sur L, facteur de exponentielle moins 4k2 pi 2 sur L2 muté. Maintenant, les AK et BK sont des réels. Bon. On a trouvé des solutions, plein de solutions. Mais est-ce qu'on a trouvé toutes les solutions? Ça, c'est pas si évident que ça. Peut-être que par cette méthode, oui, on pense qu'on ne peut pas trouver autre chose. Mais peut-être qu'il y a d'autres méthodes qu'on ne connaît pas, méthode de la convolution, méthode de série entière, ou méthode de, je ne sais pas moi, une méthode qu'on ne vous ait pas encore appris, qui vous donnerait d'autres solutions. Eh bien, en fait, je vais montrer que ce n'est pas le cas, qu'on a bien toutes les solutions. Mais pour ça, il va falloir que je fasse un petit détour par la théorie des séries de Fourier. Alors, la théorie de Fourier,
on peut donner un résultat essentiel, c'est que ça veut dire que toutes les fonctions qui sont 2 pis périodiques, par exemple, qui sont supposées C1 par morceau, alors on peut les décomposer en série de Fourier, qui est une somme de k égale 0 à l'infini, de combinaisons de cosinus et sinus de fréquences de plus en plus élevées, ou de nombre d'ondes de plus en plus élevées. Donc on commence par k égale 0, auquel cas on aura, en fait, il n'y aura pas de sinus, il y aura juste la fonction 1, constante, puis après k égale 1, cosinus x, sinus x, 2pi, puis après cosinus 4πx, vous voyez, enfin cosinus 2x, pardon, cosinus 3x, etc. On a des fréquences qui sont toutes multiples de la fréquence fondamentale, k égale 1. Alors les cas appartenant à partir de 2 jusqu'à l'infini s'appellent les harmoniques. La série converge vers f, si f est continu en x, mais si vous avez un point où il y a un saut, comme c'est possible, comme c'est des fonctions C1 par morceau, elle converge vers la demi-somme de la limite à droite et de la limite à gauche. Je prends par exemple un signal carré, vous voyez, c'est une fonction qui est discontinue au point x0. Vous avez une valeur à gauche, une valeur à droite. La valeur à gauche, ça serait 1, et la valeur à droite, moins 1 ici. D'accord? Et la demi-somme des deux, c'est la fonction, c'est la valeur 0. La série de Fourier va converger vers 0 en ce point. C'est ça que dit le théorème de Dirichlet. Alors, bon, la théorie de série de Fourier, c'est une théorie magique qui exprime par exemple pourquoi, en fait pourquoi les sons s'harmonisent les uns avec les autres, pourquoi lorsque vous avez un son à l'octave, ça correspond à une fréquence double, pourquoi lorsque vous avez une quinte, ça correspond à un rapport de fréquence de 3 demi, plein de choses comme ça que je ne vais pas développer, pour lesquelles j'ai mis des liens sur le Moodle, et qui sont très très belles, mais comme les choses très belles, on ne vous les enseigne pas, ça reste secret, vous regarderez par vous-même. Mais je pense que vous avez intérêt à regarder un petit peu ceux qui aiment la musique, quels sont les liens entre la série de Fourier et la théorie des sons. En tout cas, moi je vais vous donner un autre point de vue aussi, c'est le point de vue géométrique. Le point de vue géométrique, c'est qu'en fait, quand on écrit une série de Fourier, ça veut dire qu'on écrit une combinaison linéaire de fonctions. F, je dis qu'elle s'écrit comme une combinaison linéaire des fonctions de base, qui seraient les fonctions x donne cosinus kx et x donne sinus kx. C'est-à-dire que j'ai une base infinie, contrairement aux bases usuelles qu'on utilise en algèbre linéaire, les bases, je ne sais pas moi, en dimension 2 c'est ij, en dimension 3 ijk, etc. Ben là, c'est une base infinie. Alors ça a un nom, ça s'appelle une base hilbertienne, mais je ne donne pas trop de détails. La base serait quoi ici? Ben, quand je prends k égale 0, j'obtiens 1, k égale 1, cosinus x, sinus x, k égale 2, cosinus 2x, sinus 2x, etc. Et le nombre augmente. J'ai des fonctions de fréquence de plus en plus élevées. Et ça me donne une base infinie avec laquelle je peux fabriquer toutes les fonctions. Point de vue algébrique. Mais même, il y a un point de vue géométrique. C'est-à-dire que ces fonctions de base, entre elles, elles sont orthogonales. On peut définir une géométrie sur les fonctions. On peut donc définir des angles, des normes. Et pour ça, il suffit d'avoir un produit scalaire. Et on le définit de la même façon qu'on définit le produit scalaire des vecteurs. Vous voyez, quand je prends deux vecteurs U1, UD de dimension D, quand je fais le produit scalaire par un vecteur V1, VD, eh bien, le produit scalaire UV, c'est la somme des UI, VI. Si je suis dans R, ou si je suis dans C, il faut que je prenne un produit hermitien, somme des UI, VI bar. De la même façon ici, on peut définir le produit scalaire de deux fonctions. La somme discrète, le sigma tout pointu là, ça va devenir une somme continue. C'est un S, c'est une intégrale entre 0 et 2π de toutes les valeurs de la fonction f multipliée par toutes les valeurs de la fonction g fois dx. Si vous êtes dans C, il faut mettre un bar ici pour avoir un produit hermitien. Bon, mais en tout cas dans R, c'est ça, c'est l'intégrale de f de x, g de x, comme vous aviez la somme des UI, VI. Alors ça, c'est très profond. Cette géométrie, et bien avec cette géométrie, on va montrer que les fonctions sinus de différentes fréquences, elles sont orthogonales, c'est-à-dire que le produit scalaire est nul. Faites cette intégrale de sinus kx par sinus lx, on va montrer que c'est 0 si k est différent de L, et puis ça vaudra pi si k égale L. Alors ça c'est facile à calculer. Il faut juste linéariser cette expression, c'est-à-dire au lieu de remplacer le produit par une combinaison. Donc sinus kx, sinus lx, eh bien c'est cosinus k plus L moins cosinus k moins Lx divisé par moins 2. D'accord?
à partir de là, on peut intégrer. Et le calcul est facile. Vous intégrez le produit, vous intégrez le cosinus de k plus lx, k moins lx. Et ça donne quoi? Le premier, vous l'intégrez en un sinus. Comme il prend la même valeur aux deux bornes, vous trouvez 0. Et le deuxième, il faut faire attention. Si k est différent de L, vous avez bien un cosinus, un vrai cosinus qui s'intègre en un sinus, ça donne encore 0. Mais si k est égal à L, eh bien, vous intégrez, si k est égal à L, vous intégrez en fait la fonction 1 ici, sur 2pi. Donc ça fait 2pi divisé par 2, ça fait pi. Donc on trouve le résultat que j'avais annoncé, sinus kx est orthogonal à sinus lx, pour k différent de L. Puis par contre, le produit scalaire de la fonction sinus kx par elle-même, c'est pi. On trouve de la même façon que cosinus kx est orthogonal à sinus lx, puisque cosinus kx est orthogonal aussi à sinus lx. Donc toutes ces fonctions sont orthogonales les unes avec les autres. D'accord? C'est pour ça qu'on a une base orthogonale. Par contre, on n'a pas une base orthonormale. Je vais en parler là, maintenant. On développe une base orthogonale particulière, mais ce n'est pas une base orthonormée. Ce qui fait qu'il y a des petites finesses sur le calcul des coefficients de Fourier. Vous allez voir. La norme d'une fonction, c'est le produit scalaire de la fonction par elle-même, et on prend ensuite la racine carrée. De la même façon, pour un vecteur, norme de u, pour un vecteur, c'est la racine de u scalaire avec lui-même. Là, c'est pareil. Donc la norme de la fonction sinus kx, c'est l'intégrale de 0 à 2pi de sinus carré kx dx à puissance 1,5. Ça va donner racine de pi ici. Pareil pour les cosinus. Donc ce n'est pas des fonctions normées. Il y aura des constantes de normalisation qui vont un peu nous pourrir la vie. C'est-à-dire que même la fonction 1, ce qui est curieux, la fonction 1, elle n'est pas normée. Parce que vous intégrez 1 entre 0 et 2pi, vous allez trouver 2pi, à puissance 1,5 racine de 2pi. Ce qui fait que maintenant, lorsque vous trouvez les coefficients, on va se baser sur l'analogie avec les vecteurs. Un vecteur, c'est la somme de ses composantes fois EI, et les composantes, on les obtient par des produits scalaires, quand on a une base orthonormée. Là, ça sera un petit peu différent, parce qu'on a une base orthogonale, mais pas orthonormée. Donc il faudra diviser par un scalaire pour renormaliser le vecteur. Mais c'est le même principe. Donc vous avez ici somme de k égale 0 à l'infini des ak cosinus kx plus bk sinus kx. Et comment on va trouver les coefficients? Tout simplement comme ça. Les ak, ça sera les produits scalaires de f par la fonction cosinus kx, et puis renormalisé par la norme de la fonction cosinus kx au carré. Ce qui fait que ça vous donne la chose suivante. 1 sur pi, l'intégrale de 0 à 2pi de f de x cosinus kx dx. Alors ça c'est pour k plus grand que 1. Pour k égale 0, c'est un peu différent parce que la fonction 1, cosinus 0x si vous voulez, elle est de norme racine de 2pi. Donc quand je prends sa norme au carré, j'aurai 2pi. Donc c'est un peu différent. Donc à 0, on trouve d'ailleurs que c'est la moyenne de la fonction, vous voyez, sur tout l'intervalle, sur toute la période. Pour sinus, les formules sont analogues. On fait le produit scalaire par la fonction sinus et on renormalise. Ça donne 1 sur pi, l'intégrale de 0 à 2pi de f de x sinus kx dx. Donc on sait calculer les coefficients de Fourier. Alors les formules sont plus simples, plus pures dans C. Alors il faut accepter d'aller de moins l'infini à plus l'infini. Mais les CK, à ce moment-là, une formule unique, c'est celle-ci. C'est 1 sur 2pi. Et là, on fait le produit scalaire dans le cas complexe de f avec la fonction exponentielle ikx. Je vous rappelle que le produit scalaire dans le cas complexe, il faut prendre le nombre conjugué ici. Donc ça fait f de x exponentielle moins ikx dx. Voilà, très jolie formule. À connaître. Une des rares qu'il faut connaître. Bon, je vais la démontrer d'ailleurs, celle-là. Si je regarde f de x comme la somme des ck exponentielle ikx, je multiplie par exponentielle moins ikx cette somme et j'obtiens donc somme des... Alors je vais prendre un autre indice parce que sinon je vais mélanger le cas de la fonction avec le cas de la sommation. Je vais prendre l'indice muet L ici, somme sur L dans Z et CL exponentielle ILX fois exponentielle moins IKX. Je vais distribuer à l'intérieur. Je ne détaille pas le fait qu'on a des séries convergentes, donc je peux factoriser un coefficient ou le sortir. Bon. Le cas ici est constant, donc je peux mettre à l'intérieur. Normalement, il faudrait démontrer des choses sur la convergence des séries, mais je ne m'embête pas avec ça. J'obtiens somme des CL exponentielle I, L-K, X. D'accord? Bon.
Et je vais intégrer cette expression entre 0 et 2π. Là encore, je vais peut-être prendre quelques libertés avec la rigueur, mais comme c'est moi le mathématicien ici, je ne vais pas me priver. Et je vais dire que je peux intégrer terme à terme en fait. Et je vais intégrer la somme en faisant passer l'intégrale dans la série. Normalement, il y a des hypothèses pour ça. Bon, je ne vais pas les détailler ici. Il y a des hypothèses assez simples en fait pour les séries de Fourier qui marchent bien, mais je ne vais pas trop en parler. Donc ça fait la somme sur L des CL fois l'intégrale de cette exponentielle complexe. Et là, l'intégrale de cette exponentielle complexe, c'est très simple. Si k égale L, vous intégrez la fonction 1, donc ça fait 2π. Et si k est différent de L, eh bien ça fait 1 sur i L-k, exponentielle de i L-kx entre 0 et 2π. Comme c'est une fonction périodique, les valeurs aux bornes s'annulent, ça fait 0. Donc on trouve là encore que cette somme, il y a un seul terme qui va rester. C'est le terme CK, d'accord, multiplié par 2π. On va trouver, lorsque k est différent de L, ça fait 0, donc on va trouver CK fois 2π. Donc CK fois 2π, c'est cette intégrale. Donc ça me donne exactement la bonne formule pour CK. 1 sur 2π, l'intégrale de f de x exponentielle moins ikx dx, qui est aussi un produit scalaire renormalisé par la norme de la fonction. Voilà. D'accord ? Bon, on a explicité ce que c'est que les séries de Fourier dans le cas 2π périodique, mais dans le cas L périodique, c'est pareil. Il faut simplement faire un petit changement de variable, ici, remplacer 2π, remplacer plutôt kx par 2πk sur Lx. Là, vous voyez que la fonction est bien périodique de période L. Quand j'ajoute L, eh bien, ceci ne change pas. Donc, revenons maintenant à l'équation de la chaleur. L'équation de la chaleur, on voulait savoir si on avait toutes les solutions sous cette forme-là. Cette forme qu'on avait obtenue par séparation de variables. Ben, je vais le montrer qu'on a bien toutes les solutions. Et comment je fais pour ça? Ben, je me contente de dire, si je cherche une solution du dt égale mu du sur dx2, avec la contrainte de périodicité, eh bien, puisqu'elle est périodique, cette fonction, pour chaque instant t, pour chaque t, je vais la développer en série de Fourier. Donc, si t est fixé, je la développe en série de Fourier. Et j'appelle ck de t le coefficient de Fourier de cette fonction. Alors, comme à chaque instant, j'ai une nouvelle fonction, j'aurai des coefficients de Fourier différents à chaque instant. Par contre, la base est toujours la même. Vous voyez, j'ai mis en bleu le t, parce que le t, il est fixé. La base, elle ne va pas bouger. Quand je change le t, j'aurai d'autres coefficients. Mais la base ne bouge pas. Quand je dérive par rapport au temps, là encore, je ne m'embête pas, je dérive sous le signe somme, j'admets tout ça. Dans 5 cours de mécanique ou d'ingénieur, je ne veux pas rentrer dans les détails. On peut préciser ces choses, mais je ne le fais pas. Je dérive sans m'embêter, comme si c'était des sommes finies, parce que c'est des séries quand même, mais bon, voilà, je ne m'embarrasse pas de scrupules. Je dérive et j'obtiens ck point de t exponentielle 2i k pi x sur L, quand je dérive par rapport au temps. Pareil, quand je dérive par rapport à x, je vais dériver 2 fois l'exponentielle complexe. Et quand je dérive 2 fois l'exponentielle complexe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va se passer que je vais faire sortir... Tiens, il manque un truc là. Il manque l'exponentielle. Il va sortir l'exponentielle ici, exponentielle 2i k pi x sur L. D'accord? Là, exponentielle de ce qu'il faut là. Donc quand je dérive 2 fois cette exponentielle, j'ai un moins 4 k2 pi 2 sur L2, l'exponentielle qui sort. Donc quand je dérive 2 fois par rapport à x, qu'est-ce qui va rester? Ben, je vais faire sortir moins 4 k2 pi 2 sur L2, ck de t, exponentielle de ik pi x sur L, exponentielle moins 4 k2 pi 2 sur L2 muté. Et maintenant, l'équation de la chaleur va me donner une relation. Je vais identifier ces deux séries. J'identifie la série en haut, somme des ck points, etc. Par la série en bas, il y a le mu, somme des ck de t fois moins 4 k2 pi 2 sur L2, etc. Alors là, comment je fais pour identifier? Eh bien, c'est assez subtil. Il ne faut surtout pas simplifier par sigma sans faire attention, parce que ça n'a pas de sens. Sigma, ce n'est pas un symbole. Hein. Vous avez deux sommes égales. Bon, pourquoi on peut identifier? Parce qu'on développe une même fonction dans une base donnée. La base, c'est la fonction en rouge. Donc les coefficients
doivent être égaux. Vous avez deux expressions du même vecteur dans une base donnée. Les coefficients x, y doivent être égaux au coefficient y. C'est ce qu'on fait. Les coefficients, c'est ce qui est en vert ici. Donc je vais avoir, quel que soit k, la composante sur la fonction exponentielle de j k pi x sur L de la somme en haut sera égale à la composante de la somme en bas. Et ça donne que ck point de t égale moins 4k2 pi 2 sur L2 mu ck de t. Et ça, c'est une équadif sur ck. Cette équadif, je répète là, j'identifie les coefficients des fonctions. Cette équation différentielle, qu'est-ce qu'elle donne? Va me donner la chose suivante. Elle va me donner, cette équation différentielle, elle va donner que ck point de t, bon, égale ceci. Donc ck de t, ça va donner, c'est l'équation différentielle ordinaire du premier ordre à coefficient constant. Ça va me donner ck de 0, si vous voulez, que je note encore ck, fois exponentielle moins 4k2 pi 2 sur L2 muté. Je devrais mettre un ck de 0 ici, mais bon, je le vire, c'est une constante. D'accord? Donc ça fait une constante fois exponentielle de moins 4k2 pi 2 sur L2 muté. Et donc finalement, la solution u de xt, c'est bien la somme des ck exponentielle moins 4k2 pi 2 sur L2 muté fois exponentielle de j k pi sur Lx. Et on retrouve exactement l'expression obtenue par séparation de variables. C'est-à-dire que j'ai bien toutes les solutions. Là, j'ai les k dans z. Donc je n'ai pas trouvé quelques solutions, je n'ai pas trouvé beaucoup, je les ai trouvées toutes. Et on continuera demain. Je m'arrête là pour aujourd'hui.